est 22 heures et nous sommes le mercredi 5 juin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de la soirée. Voici les titres de l'actualité. Rencontre au sommet entre le Premier ministre djiboutien Abdulkader Kamil Mahamat et son homologue sud-coréen. Et dans l'actualité internationale, au Gaza, donc l'État sioniste bombarde sans cesse la bande du Gaza du nord au sud. Voilà donc pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Mais avant de développer ces titres, c'est donc télégramme qui nous provient de la présidence et qui indique, et c'est avec une profonde consternation, que le gouvernement de la République du Djibouti a pris connaissance du rapport Container Port Performance Index 2023 publié par la Banque mondiale en collaboration avec S&P Global Market Intelligence. Ce classement qui place le port de Djibouti à la 379e place mondiale, soit une chute donc vertigineuse de plus de 300 places par rapport à 2022 et non seulement absurde mais également insultant pour les efforts considérables déployés par les autorités djiboutiennes pour développer et moderniser leur infrastructure portuaire. Une méthodologie donc opaque et des résultats contestables, cette dégringolade spectaculaire dans le classement défie toute logique et ne correspond en aucun cas à la réalité observable sur le terrain. En marge du sommet, donc, je vous le disais en titre, Corée-Afrique, M. Abdulkader Kamil Mahamat, Premier ministre, a eu donc un entretien avec son homologue sud-coréen, M. Han Duck-seo. Les échanges entre les deux hommes ont porté sur les liens de coopération entre les deux pays ainsi que le renforcement des partenariats stratégiques entre Djibouti et la Corée du Sud. En effet, ces relations stratégiques entre les deux pays tournées vers l'avenir seraient vouées donc à un fort potentiel d'échange et de partenariat facilité par le lancement de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECA, ainsi que par le biais de la présidence djiboutienne au secrétariat exécutif de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD. Prenons donc la parole, le Premier ministre de la République du Corée, M. Han Duck-seo, a remercié le gouvernement djiboutien pour l'appui donc apporté le gouvernement djiboutien lors des élections des organisations internationales pour la condamnation du déploiement des missiles nord-coréens et demande également le soutien de notre pays aux élections en cours cette année au mandat de droits de l'homme de 2025 à 2029 pour lesquelles la Corée du Sud concourt. Et pour vous parler de ce sommet Corée-Afrique, la Corée du Sud promet des milliards d'investissements en Afrique. Des milliards d'aides et de soutien pour l'investissement en Afrique, c'est la promesse formulée hier par Yoon Song-yeol, le président sud-coréen, alors que son pays accueille au moins 48 délégations du continent dans le cadre du premier sommet Corée du Sud-Afrique. Séoul donc entend renforcer sa coopération avec l'Afrique, notamment dans les domaines des minéraux et des technologies. Le climat figure dans son agenda également. Les échanges avec les pays africains représentent actuellement au moins de 2% du total des importations et des exportations de la Corée du Sud. Retour donc à Djibouti avec cette délégation de haut niveau conduite par le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawale, qui s'est rendu au siège de l'Agence française de développement, l'AFD, qui a organisé une journée d'exception consacrée à Djibouti. C'était l'événement à ne pas manquer, orchestré par le département d'Afrique de l'AFD, une véritable démonstration de l'engagement
indéfectible entre la République du Djibouti et la France, accompagnée d'une cohorte d'éminents dignitaires tels que le secrétaire général des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mohamed Ali Hassan, ainsi que le secrétaire général de la Chambre de commerce de Djibouti, M. Mohamed Ali Hassan, et l'ambassadeur de Djibouti en France, M. Aed Moussaïd Yahya. Le ministre Douali donc a insufflé un vent de dynamisme à cette journée mémorable, commémorant avec un panache les 50 ans de la présence de l'AFD à Djibouti et les 47 ans de partenariat fructueux entre les deux nations. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cet atelier sur les politiques de projets numériques organisé par l'ONG Bandar Gadid. Cet atelier intitulé « Projet plaidoyer sur les politiques et projets numériques » a rassemblé divers ministres et acteurs clés du secteur numérique pour discuter des stratégies et initiatives nécessaires à l'essor numérique du pays. L'atelier a débuté par une série de présentations et de discussions animées par les experts en technologie, des représentants de la société civile et des membres de l'ONG Bandar Gadid. La rencontre a également réuni, entre autres, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, la ministre déléguée chargée de l'économie numérique, Mariam Hamadou, et le ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Qasim Haroun Ali. L'objectif était de discuter des politiques numériques proposées et d'examiner les moyens de les intégrer dans les plans nationaux de développement. Les ministres présents ont exprimé leur soutien aux initiatives proposées et ont souligné l'importance de la collaboration entre le gouvernement et les ONG, les secteurs privés ainsi que les institutions académiques. Ils ont convenu de mettre en place un comité de suivi pour assurer la mise en œuvre efficace des projets discutés. L'ONG Bandar Gadid s'est dite donc prête à jouer un rôle central en plaidant pour des politiques numériques progressives et en soutenant les initiatives qui favorisent l'innovation. Pour plus d'explications, écoutons M. Salah Sadek, secrétaire général de l'ONG Bandar Gadid. Sur la vision 2035, fruit de la mobilisation de la société civile, 18 mois durant. Ce rapport est le résultat d'intenses travaux de réflexion profonde, de débats francs et d'échanges passionnés. Les bénéficiaires ont trouvé un espace d'échange et de dialogue pour exprimer leurs difficultés et recenser leurs besoins dans un cadre exclusivement réservé à la société civile. Dans un monde où le numérique est devenu essentiel pour le développement social, économique et culturel, il est crucial de renforcer les capacités des organisations de la société civile, y compris évidemment à Djibouti. Ainsi, ce rapport s'inscrit dans le cadre de la politique numérique de l'Union européenne à travers notre initiative Global Gateway, qui vise à promouvoir un environnement numérique inclusif et durable. L'initiative de dialogue a débuté en mars 2023 et s'est prolongée jusqu'en juin 2024 et, ainsi qu'on vous l'a indiqué tout à l'heure, a rassemblé plus de 200 participants de la société civile djiboutienne, des administrations et des experts. Prenons donc la parole respectivement la ministre déléguée chargée de l'économie numérique, Mme Mariam Hamadou, et le ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Qasim Haroun Ali, s'y sont exprimés en ces termes. Voici leurs propos. Représentants de la société civile, vous êtes une partie prenante du processus de la transformation à travers une culture digitale développée et votre participation à la mise en place des solutions aux problématiques quotidiennes. Je souhaite que vous soyez les catalyseurs des e-citoyens. Dans cette optique, nous avons identifié vos besoins dans le domaine numérique et formulé des recommandations qui sont en cohérence avec la vision de notre nation à l'horizon 2035 et de la feuille de route Smart Nation. Votre engagement est essentiel pour fluidifier les relations avec le pouvoir public. Il nous faut des organisations de la société civile fortes, engagées, rayonnantes et digitales dans notre pays. Je remercie les organisateurs de cette cérémonie qui ont bien voulu m'accorder l'honneur d'exprimer mes sentiments
au sujet de cet ambitieux programme de création de 6 espaces numériques citoyens dans les 5 régions et la ville de Djibouti. Je remercie également les initiateurs de ce programme et les partenaires de développement qui, je n'en doute pas, soutiendraient financièrement cette entreprise citoyenne. La politique nationale de la décentralisation définie dans la feuille de route 2021-2025, le ministère délégué chargé de la décentralisation accorde une place prépondérante au développement de la technologie du numérique et la promotion de la société civile. Ceci en conformité avec la politique gouvernementale initiée par son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, président de la République et chef du gouvernement, qui a toujours encouragé les innovations technologiques pour accéder au progrès. Le ministre donc, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, nous a fait part lors de son intervention le tenant et aboutissant de cet atelier. Cet atelier, donc, comme ça a été dit, et je le répète, il a réussi à mobiliser toutes les parties prenantes, des membres du gouvernement, des responsables des institutions étatiques, la société civile et les institutions internationales et les bailleurs de fonds. Alors, je vais axer ma présentation sur 3 éléments importants. Quels sont les fondements de ce rapport? Quel est l'intérêt? Quelles sont les recommandations qui ont été formulées, mais de façon très courte, parce que mon ami et frère Mohamed Saïd Seif a déjà énoncé quelques-unes, et Madame la représentante également de l'Union, l'ambassadrice de l'Union européenne. Ce qu'il faut saluer, comme je disais, c'est la capacité de la société civile de comprendre les enjeux et de proposer des recommandations qui ne sont pas des voies toutes tracées, mais vraiment adaptées à notre problématique et à la problématique donc des enjeux du numérique, non seulement à Djibouti, qu'on souhaiterait, et je reviendrai là-dessus, être un exemple également pour d'autres pays francophones. Au niveau donc des fondements d'un tel plaidoyer, il repose donc sur la nécessité d'un environnement numérique favorable, axé sur la formation, qui est très très importante, la coopération renforcée avec les pouvoirs publics et les bailleurs de fonds, et du besoin d'un numérique adapté à chaque domaine d'activité, éducation. Là, on a le président de l'université qui a mobilisé également beaucoup de professeurs qui sont là ce matin pour que cet aspect éducation, formation, accompagnement, renforcement des capacités humaines soit également pris en charge. Toujours en poursuivant le programme d'inclusion professionnelle, l'Agence nationale des personnes handicapées, l'ANPH, a organisé aujourd'hui une cérémonie visant à officialiser l'affectation des personnes handicapées au ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Une cérémonie qui s'est déroulée à la salle de réunion du ministère et a été marquée par la présence de la ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mme Amina Abdiadan, qui a accueilli donc les 5 nouveaux employés avec enthousiasme. La délégation de l'Agence nationale des personnes handicapées, conduite par le directeur général de l'ANPH, M. Douale Saïd Mahmoud, a pris cette initiative qui s'inscrit dans le cadre de sa stratégie plus large de l'ANPH, visant donc à sensibiliser le public et les entreprises à l'importance de l'inclusion des personnes handicapées dans le monde du travail. C'est ce qu'a précisé dans son intervention la ministre Amina Abdiadan. Voici ses propos. Vous êtes aujourd'hui présent ici donc, dans le cadre de cette initiative présidentielle qui consiste donc à octroyer des emplois à des jeunes ayant un handicap mais qui ont des diplômes et qui ont fait des études. C'est une initiative louable. Le travail que fait l'ANPH est un travail qui est visible, un travail qui est honorable. Et je pense que ce qui est en train de se faire, c'est un devoir, c'est vrai. Et le président de la République a voulu que les personnes qui ont un handicap puissent aussi bénéficier de leurs droits, mais en même temps aussi faire leur devoir pour prendre part au développement de notre pays. C'est une très bonne initiative que nous accueillons très favorablement. Nous accueillons à bras ouverts les jeunes qui sont affectés à notre ministère et nous serons à votre disposition pour travailler davantage avec votre agence.
Autre actualité de ce 22h, la journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin a pris une importance particulière cette année à Djibouti avec un focus sur le thème restauration des terres, désertification et résistance à la sécheresse. Ce thème est particulièrement pertinent pour Djibouti, un pays confronté à des défis environnementaux majeurs liés à son climat. Lors de cet événement qui a eu lieu au centre clé, plusieurs personnalités importantes étaient présentes. Parmi elles se trouvait le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Redouane Abdoulaye Badone, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Ibo Moumina Assoué, le ministre de l'Environnement par intérim, ministre des Affaires musulmanes de la Culture, de Bienwarf, M. Moumin Hassan Barré, et la ministre de la Femme et de la Famille, Mouna Ousmane Adan, mais aussi le coordinateur résident du système des Nations Unies, ainsi que la représentante du PNUD. Leur présence témoigne de l'importance accordée à cette journée et du soutien intersectoriel pour les initiatives environnementales et leur participation. Cette initiative donc, qui souligne l'engagement collectif du gouvernement djiboutien dans la lutte contre la désertification et la promotion de la résilience à la sécheresse. Les efforts de restauration des terres visent à revitaliser les écosystèmes dégradés, améliorer la fertilité des sols et augmenter ainsi la résilience face aux sécheresses fréquentes. Cette année, on célèbre le thème de cette année, c'est la restauration des terres, désertification et résilience face à la sécheresse. Ça, c'est dans tout le monde, mais je crois que ça sont spécialement très relevant ici à Djibouti, dans le contexte que nous avons dans le compte de l'Afrique et à Djibouti, où nous sommes, je crois, dans les front line, comme on dit, de la lutte contre la sécheresse et l'affectation pour la sécheresse. On sait déjà, la science nous dit qu'avec les changements climatiques, ça, c'est déjà un fact, on le sait. À Djibouti, dans cette partie du monde, on va avoir plus de sécheresse et on va avoir moins de l'eau. Et probablement, on va avoir de plus en plus de population. On a un pays jeune, on a un continent jeune, et on va avoir plus de population, moins de l'eau, plus de sécheresse. Ça, pratiquement, on le sait déjà. Les bonnes nouvelles, c'est qu'on le sait et on peut nous préparer. Et on a le temps de nous préparer et je crois que les vidéos qu'on vient de voir montrent toutes les activités et toutes les actions que le gouvernement de Djibouti est en train de prendre pour arrêter la désertification et pour combattre la désertification. Et dans un mot prononcé à l'occasion, le ministre de l'Environnement par intérim, qui est ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf, Moumin Hassan Barré, a précisé que la politique du gouvernement s'inscrit dans la droite ligne de la stratégie du développement durable et de lutte contre le changement climatique. Écoutons les propos du ministre. Le monde entier célèbre aujourd'hui la journée mondiale de l'environnement. Cette journée qui coïncide le 5 juin de chaque année, était un moment opportun et important pour sensibiliser la population djiboutienne et mettre en lumière les enjeux de l'environnement sur le développement durable. Cette année, le thème de la Journée mondiale de l'environnement se concentre sur la restauration des terres, la désertification et la résilience à la sécheresse. En effet, Djibouti, comme beaucoup d'autres pays d'Afrique, est confronté aux conséquences néfastes du changement climatique, notamment la sécheresse et la dégradation des sols. Ces phénomènes n'est pas seulement une menace pour notre environnement, mais également pour notre sécurité alimentaire et notre développement socio-économique. C'est pourquoi il est impératif que nous agissions de manière urgente et concertée pour restaurer nos terres et renforcer notre résilience à la sécheresse. La République de Djibouti est pleinement consciente de l'importance de cet enjeu. Au cours des dernières années, le gouvernement a mis en œuvre un certain nombre de politiques et de programmes visant à protéger
notre environnement et à promouvoir le développement durable. En plus des actions nationales engagées, le ministère de l'Environnement travaille également en étroite collaboration avec nos partenaires internationaux pour lutter contre les désertifications et la sécheresse. La célébration de cette journée doit susciter une plus grande prise de conscience au vu de promouvoir des actions en faveur de la restauration de terres. C'est la raison pour laquelle nous lançons l'initiative suivante. Un foyer, un arbre. Au vu de lutter contre la désertification et de renforcer la résilience à la sécheresse. En conclusion, je suis convaincu que nous pouvons relever les défis de l'environnement pour parvenir à un développement durable. En ce qui concerne le pèlerinage du Hajj 2024, le dernier groupe de pèlerins djiboutiens ont arrivé hier à la Mecque, complétant ainsi la présence de tous les pèlerins djiboutiens à la ville sainte. En attendant l'heure du départ pour Mina, le 8 d'Ul Hijja, les pèlerins séjournent dans des immeubles résidentiels dans un quartier de la ville sainte. Cependant, le ministère des Affaires islamiques a élaboré un programme quotidien permettant aux pèlerins de visiter la noble mosquée Al-Haram en 2 navettes par jour, l'une après la prière de l'aube, l'autre l'après-midi. Pour en profiter chaque jour, des bus spécialement préparés pour ce programme partent du résidence à la noble mosquée de Al-Haram dans la direction opposée. De plus, les comités de sensibilisation dispensent des cours sur les méthodes d'accomplissement du Hajj et sensibilisent les pèlerins aux interdits à éviter pendant la période de Hajj. Cependant, le responsable du bureau du Hajj, Ousmane Roukeh, et l'adjoint chef de la commission du Hajj, M. Ibrahim Ismail, ont exprimé leur satisfaction sur toutes les questions, relatives au Hajj de cette année 2024. À l'Assemblée nationale, ce mercredi, la Commission permanente pour le développement social élargie aux membres de la Commission de la législation de l'administration générale et des droits humains s'est réunie pour examiner le projet de loi, le numéro 121 de l'année 2024 de la 9e législature portant adoption de la stratégie nationale de protection sociale non contributive pour le renforcement du capital humain 2023-2027 de la République du Djibouti. Présidé par le député Kamel Hamad, président de la Commission du développement social, a tenu une séance de travail élargie en présence de la députée Kaltoun Farah Saïd, présidente de la Commission des lois. Le gouvernement a été représenté par Mme Ouloufa Ismail Abdou, ministre des Affaires sociales et des Solidarités, accompagnée du secrétaire général, du directeur général de la DDS, ainsi que leurs proches collaborateurs. À l'issue de ces échanges, le projet de loi Madame Ouloufa a reçu un avis favorable et transmis pour adoption lors de la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale. Toujours à l'Assemblée nationale, la seconde partie de l'agenda de l'Assemblée nationale a été consacrée à l'examen du projet de loi, le numéro 115 de l'année 2024 de la 9e législature portant ratification de l'accord de financement concessionnel pour le projet appui aux filières de l'agrobusiness de Djibouti. Sous la présidence du député Abdelrahman Awale Yassine, la Commission des Affaires étrangères a tenu une séance de travail élargie avec les membres de la Commission de la production des échanges conduite par la députée Ilaya Ismail Guedi Hared. Cette séance de travail s'est déroulée en présence de Mohamed Ahmed Awale, ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, accompagné pour l'occasion du secrétaire général du dit département et de ses principaux collaborateurs. À la suite de ces échanges, la Commission des Affaires étrangères a approuvé la transmission en séance publique du projet de ratification avec un avis favorable. En bref et en image avec le parlementaire Abdou Siki Dilié, vice-président de l'Union parlementaire africaine qui a présidé les travaux de la 81e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine qui se tient dans la capitale ivoirienne, Abidjan, durant la période du 4 au 5 juin. La délégation des parlementaires djiboutiens qui assistent à ces travaux de la 81e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine qui se déroule donc à Abidjan
composé entre autres de M. Omar Wabari Malou, chef de la délégation, Abdou Siki Adiriye, Nouria Wabari Oufani, Choukri Ali Aynan, Mohamed Moussa Aoussa. Le président de l'autorité des ports et des zones franches a reçu une délégation du haut niveau d'hommes d'affaires saoudiens. M. Hadi a reçu hier à l'hôtel Red Sea à Djibouti une délégation du haut niveau d'hommes d'affaires saoudiens dirigée par le président, conduite par le président de l'Union saoudienne, M. Hassan Al-Houaizi. La délégation saoudienne avait auparavant participé aux travaux du Forum économique saoudo-djiboutien qui s'est tenu à l'hôtel Aïla sous le haut patronage du Premier ministre par intérim, ministre de la Justice, Ali Hassan Bahdon. Le président de l'autorité des ports et des zones franches a discuté avec ses investisseurs et hommes d'affaires saoudiens des moyens de renforcer les relations économiques et commerciales entre, d'une part, notre pays et le Royaume d'Arabie Saoudite afin de répondre aux aspirations des dirigeants et des peuples des deux pays frères. M. Aboubakar Omar Hadi a profité de cette opportunité pour exprimer le souci de notre pays de voir donc de consolider les liens fraternels et d'augmenter le niveau d'échange avec Riyad conformément aux directives du président de la République Ismaël Marguerite. De son côté, le chef de la délégation saoudienne a exprimé sa gratitude et ses remerciements à l'égard des autorités djiboutiennes pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui lui a été donc transmise, tout en manifestant la ferme volonté de son pays de renforcer les relations bilatérales avec Djibouti dans plusieurs domaines, notamment donc augmenter les échanges, le volume des échanges commerciaux entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République du Djibouti. Et sans transition donc à ces sujets, la délégation d'hommes d'affaires saoudiens a effectué des visites sur le terrain dans plusieurs installations portuaires pour observer de près les infrastructures de notre pays. En effet, ces infrastructures jouent un rôle tangible dans le développement socio-économique de notre pays, la République du Djibouti, bien évidemment. Dans le cadre de cette tournée, la délégation saoudienne qui comptait donc environ 80 hommes d'affaires accompagnés du président de l'autorité des ports et des zones franches se sont rendus à la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé, la SGTD, qui est l'un des terminaux à conteneurs les plus performants et les plus efficaces en Afrique subsaharienne. Lors de cette visite, la délégation a reçu des explications supplémentaires sur les capacités de gestion des conteneurs de ce terminal ainsi que les services qu'il offre aux investisseurs étrangers. Pour la deuxième étape, le cortège s'est dirigé directement vers le Doralé Multipurpose Port qui contribue à renforcer les capacités de notre pays dans l'expansion et la diversification des services logistiques. Concernant donc la dernière étape de cette tournée, le cortège de la délégation des hommes d'affaires saoudiens se sont donc rendus à PK 23 où ils ont reçu des explications de la part du président de l'autorité des ports et des zones franches. Rappelons que le port du Demerjouk, où ils se sont rendus, est en phase finale avec 94% des réalisations des travaux. La délégation qui était donc accompagnée de l'ambassadeur de la République de Djibouti en Arabie Saoudite, M. Diadine Saïd Bamakhrama. La délégation d'hommes d'affaires saoudiens a tenu une réunion de travail dans le salon VIP de Demerjouk avec le président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi. Les discussions ont essentiellement porté sur l'usage des Saoudiens de la jetée pétrolière de Demerjouk. Aussi, les Saoudiens ont montré un intérêt particulier à développer une raffinerie. À la fin de cette visite, les chefs des deux délégations ont exprimé leur satisfaction quant aux résultats du forum d'affaires djibouto-saoudien. À la page santé de cette édition, le secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Ali Mohamed, a présidé
Hier, une cérémonie de lancement de l'atelier sur l'élaboration et la validation de la stratégie nationale de lutte contre les cancers, et ce en présence de la représentante du bureau de l'OMS à Djibouti, Madame Hermès Joumana Georges. Était également présent la directrice des programmes de santé prioritaires, Madame Mounira Ahmed Ali, du directeur général du CHU, Dr Omar Mahmoud Ismail, et du coordinateur du programme national de lutte contre les cancers, Dr Awali Ahmed Awali. Effectivement, le cancer, un problème majeur de santé publique, constitue l'une des principales causes de morbidité et de mortalité dans le monde, et le fardeau qu'il représente ne cesse de s'alourdir d'année en année. Dans un élan d'effort pour faire face à cette problématique du cancer, la République du Djibouti ne cesse d'avancer dans le développement d'outils, d'instruments et de moyens pour faire bénéficier la population d'une offre de soins de qualité et de moyens de prévention adéquats. À cet effet, le ministère de la Santé, avec l'appui technique du bureau de l'OMS, a lancé un processus d'élaboration du premier plan stratégique national de prévention et de contrôle des cancers. Écoutons le coordinateur du programme, Dr Awali Ahmed. Sera le document le plus important qui a été édité en termes de lutte contre le cancer. Et de cette stratégie-là découleront des plans d'action biannuels qui nous permettront de progresser par étapes jusqu'à la concrétisation des objectifs. Le cancer est une épreuve immense, mais ce n'est pas une bataille que les personnes touchées doivent mener seules. Avec l'engagement au plus haut niveau du ministère de la Santé, ainsi que d'autres secteurs du gouvernement de Djibouti, les organisations de la société civile et les individus, nous avons l'opportunité de faire une différence dans la vie des gens. Le gouvernement de Djibouti a pris l'initiative de développer ce plan stratégique national de prévention et de contrôle de cancer avec l'appui technique de l'OMS, le Bureau pays et le Bureau régional Méditerranée orientale. Ce plan est le résultat d'une collaboration avec des spécialistes nationaux et internationaux, notamment l'Association marocaine pour la santé publique environnementale, que je remercie profondément. Cet atelier de validation marque une étape essentielle dans la lutte contre le cancer à Djibouti. Et dans son intervention, le secrétaire général du ministère de la Santé a déclaré que le ministère de la Santé va disposer, après les 3 jours de réflexion et de discussion, d'une stratégie nationale qui sera applicable dès le second semestre de cette année. Donc réunis pour le lancement de l'atelier de l'élaboration, de validation du premier plan national de stratégie de lutte contre les cancers à Djibouti. C'est une journée qu'il convient de considérer comme historique, à la fois parce qu'elle traduit une volonté réaffirmée du chef de l'État d'assurer la couverture sanitaire la plus complète possible pour l'ensemble de la population du pays, mais aussi parce qu'elle manifeste dans ce même esprit et de manière concrète la dynamique initiée par le ministère de la Santé de s'approprier tout le champ des pathologies et maladies à traiter sur l'ensemble du territoire. Le cancer est en effet l'un des problèmes majeurs actuels de santé publique. Si la file active ne concerne heureusement encore qu'un nombre limité de personnes dans le pays, les tendances d'évolution de cette pathologie, comme la lourdeur des traitements en cause ou encore les risques de mortalité induits et la charge financière qui en découle pour les patients concernés, ne pouvaient laisser les autorités sanitaires nationales indifférents à ce problème. Je laisserai les experts que vous êtes en débattre, approfondir et analyser les aspects médicaux. Pour sa part, le ministère de la Santé a souhaité prendre le leadership sur ce problème et s'atteler à définir une stratégie à mettre en œuvre dans le pays avec l'aide des partenaires nationaux et internationaux ici présents, et notamment l'appui technique précieux de l'OMS, de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que de l'Association marocaine pour la santé publique et environnementale, stratégie que vous aurez donc à discuter et à valider dans cet atelier de 3 jours. Et dans la rubrique culture de cette édition, avec la radio-télévision de Djibouti qui vous annonce que demain, jeudi 6 juin, aura lieu
la demi-finale tant attendue de l'émission Jeunes Talents, une émission artistique très suivie par de nombreux et nombreuses fans de la musique, présentée par nos deux animatrices vedettes de l'émission, en l'occurrence Roda Dahir et Mariam Boha Kamil, qui vous donnent rendez-vous à partir de 20h. Culture encore avec cette fois-ci le lancement de la Semaine internationale des archives qui a été lancée hier à Djibouti au Centre des archives nationales. Le thème était l'archive et les technologies émergentes. Le département des archives nationales joue un rôle crucial dans la préservation et la gestion des archives de la nation qui sont souvent des documents historiques et administratifs de grande importance. À ce lancement de cette Semaine internationale des archives était présent le directeur général de l'Agence nationale de la promotion de la culture, le directeur général de la météorologie, des archivistes nationaux ainsi que des participants. Une vidéo donc a été projetée qui raconte l'histoire des archives avant 2000 jusqu'à nos jours. Ces archives nationales constituent la mémoire collective de notre peuple, de notre nation et de notre pays. La Semaine internationale des archives est une célébration mondiale qui met en lumière le travail essentiel des archivistes pour la préservation de la mémoire collective. Le département des archives nationales joue un rôle crucial dans la préservation et la conservation de la gestion des archives de la nation, qui sont souvent des documents administratifs et historiques très importants. Pour cette Semaine des archives 2024, notre département la célèbre à travers divers événements afin de sensibiliser le public sur l'importance des archives, c'est-à-dire des expositions mettant en valeur des documents remarquables, des conférences et tables rondes sur des sujets liés aux archives et à leur conservation, des ateliers et des visites guidées au sein de notre département. Que cette semaine soit l'occasion de célébrer notre passion commune pour les archives, de partager nos connaissances et expériences dans ce domaine. Ensemble, continuons à œuvrer pour garantir l'accessibilité et la pérennité de nos archives afin qu'elles puissent éclairer les générations présentes et futures sur notre héritage culturel et historique. Je vous propose donc à présent d'écouter le directeur général de l'Agence nationale de la promotion de la culture. Cette année, le thème de la Semaine internationale des archives est les archives et les technologies émergentes, également appelé cyberarchives. Ce thème souligne l'importance croissante des technologies dans la gestion, la préservation et l'accès aux archives. Les technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle, dont nous utilisons de plus en plus, le big data, le blockchain, les plateformes numériques, offrent de nouvelles opportunités pour améliorer l'efficacité et l'accessibilité des archives. Cependant, elles posent également des défis en termes de sécurité, de confidentialité et d'intégrité des données.
Il est essentiel de comprendre ces enjeux pour garantir que nos archives continuent de servir de sources fiables et précieuses pour les générations futures. La Semaine internationale des archives a pour objectif, comme celle d'aujourd'hui, de sensibiliser le grand public à l'importance des archives et des documents, de souligner les bénéfices de la gestion documentaire pour une bonne gouvernance et un développement efficace, de promouvoir également la conservation pérenne des archives et leur accessibilité, ainsi que de valoriser le document unique, rare, conservé dans les institutions. Conformément aux directives et instructions du ministère du Travail, l'inspecteur général du Travail et des lois sociales a organisé ce matin une réunion de concertation axée sur les opérations de contrôle réglementaire conjointement avec les différentes institutions du marché du travail. Eh bien, l'objectif fondamental de cette réunion visait à établir une démarche opérationnelle de planification et de préparation rigoureuse pour une meilleure organisation de la campagne du contrôle, et ce en mettant l'accent sur l'application stricte de la régularité de l'emploi des travailleurs étrangers en conformité des dispositions textuelles en vigueur. Il convient de noter la présence à cette réunion de la Gendarmerie nationale, la Police nationale, l'ANEFIP, la Préfecture et la CNSS qui font en partie du dispositif national mobilisé pour ces opérations de contrôle et de suivi. Aussi, il y a lieu de souligner avec pertinence que les opérations en cours d'exécution sont axées principalement sur la régularité des travailleurs étrangers et la finalité sous-jacente. Et l'ANEFIP, l'objectif de ce contrôle, c'est de contrôler la régularité de tous les travailleurs et également en particulier la régularité des travailleurs étrangers. Donc maintenant, actuellement, nous sommes en train de contrôler l'administration de toutes les sociétés de construction. Donc en fait maintenant, s'agissant en fait de la procédure que nous adoptons par notre bureau, ce que nous faisons en fait, nous arrivons sur les sites et on demande en fait à l'employeur de nous fournir la liste du personnel et la liste du personnel étranger. Avant donc de clore l'actualité nationale, je reviens donc sur ce communiqué qui nous provient de la présidence et qui indique que c'est avec une profonde consternation que le gouvernement de la République de Djibouti a pris connaissance du rapport Container Port Performance Index 2023 publié par la Banque mondiale en collaboration avec S&P Global Market Intelligence. Ce classement qui place le port de Djibouti à la 379e place mondiale, soit une chute vertigineuse de plus de 300 places par rapport à 2022, et non seulement absurde, mais également insultant pour les efforts considérables déployés par les autorités djiboutiennes pour développer et moderniser leur infrastructure portuaire. Une méthodologie opaque et des résultats contestables, cette dégringolade spectaculaire dans le classement défie toute logique et ne correspond en aucun cas à la réalité observable sur le terrain. C'est ce qu'a indiqué ce communiqué. En effet, le port de Djibouti, SGTD, a connu une année 2023 faste, marquée par des investissements continus en matière d'installation et de productivité, ainsi que par le développement de nouvelles activités telles que le transbordement, l'acquisition de portiques de dernière génération pour des navires de grande capacité témoigne de l'engagement du SGTD à offrir des services de pointe à sa clientèle internationale. De plus, il est ahurissant de constater que le rapport de la Banque mondiale déplace miraculeusement le port de Djibouti vers une région ouest centrale en Sud-Asia, englobant une zone allant de l'Arabie Saoudite au Bangladesh. Cette erreur géographique grossière jette le doute sur la crédibilité de l'ensemble de l'étude et soulève des interrogations quant à la méthodologie employée.
Un manque de respect envers les efforts de Djibouti et un frein à la coopération, c'est ce qu'indique ce communiqué. Le classement aberrant du port de Djibouti dans les CPPI 2023 porte un préjudice injustifiable à la réputation de notre pays et de ses infrastructures portuaires, d'autant plus regrettable dans un contexte international marqué par des tensions complexes qui affectent les conditions d'exploitation des ports. Face à cette situation inacceptable, notre pays, la République de Djibouti, exige de la Banque mondiale des explications claires et détaillées sur les éléments ayant conduit à ce classement erroné. Nous demandons également une révision immédiate de ce rapport afin de refléter fidèlement la performance réelle du port de Djibouti et de rendre justice aux efforts considérables déployés par les autorités djiboutiennes pour développer un hub logistique de premier ordre. Le gouvernement de la République de Djibouti réaffirme sa détermination à poursuivre sa politique de développement ambitieux du secteur portuaire en vue de renforcer sa position stratégique comme plateforme maritime incontournable au service du commerce international. Nous espérons que la Banque mondiale a donc martelé ce communiqué, fera preuve de transparence et de rigueur dans ses futures analyses afin de promouvoir une collaboration constructive et mutuellement bénéfique. Fin de communiqué. Et dans l'actualité internationale, donc je vous le disais en titre, la bande de Gaza donc, qui est toujours pilonnée par l'armée israélienne du nord au sud. Eh bien, le nombre de morts ne cesse d'augmenter. C'est ce que donc indiquent les organisations du système des Nations Unies. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci donc à vous de l'avoir suivi et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.